Eh bien, bonjour à tous. Nous suivons donc cet après-midi le cours du monde virtuel Internet. Et nous voulons en Hongrie, très de Gaulois. Cet après-midi, nous allons nous rendre en Hongrie. Ici, en Hongrie, la fin du XIXe siècle, du XXe, c'est notre mondial. Donc, l'Hongrie, c'est un peu plus large que l'Hongrie aujourd'hui, c'était la position de en réduit de la République, de l'évolution, l'expression de lieux, de structures, de monuments, de la Hongrie. Parmi les conditions, je vais revenir sur la page. Vous voyez là, c'est je suis meilleur maintenant. Je suis marié, je suis famille, je suis marié, Bien sûr, je vais sur scène. Est-ce que le son est bon cette fois-ci? Est-ce que le son est bon? Vous m'entendez? D'accord. Très bien. Parfait. OK, merci. Excusez-moi pour ce démarrage un peu lent avec un problème de son apparemment qui fonctionnait mal. Donc, je reprends et donc en vous accueillant, en vous souhaitant la bienvenue sur ce tour du monde virtuel intermède
où nous nous rendons donc cet après-midi en Hongrie. Et dans cette Hongrie de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, avant la Première Guerre mondiale, donc c'est une Hongrie qui est, comme vous le savez, plus large que la Hongrie d'aujourd'hui, puisque à la fin de la Première Guerre mondiale, le traité de Trianon a réduit de quelques territoires de la Hongrie d'avant la guerre, et nous évoquerons quelques monuments qui se situent effectivement dans des villes qui appartiennent aujourd'hui à la Serbie ou à la Roumanie, et voire aussi à la Slovaquie d'ailleurs. Donc nous allons parler effectivement de cette période, de l'âge d'or de l'architecture hongroise, de l'exposition du millénaire de la Hongrie jusqu'à la Première Guerre mondiale, en faisant de larges références également à la peinture, aux arts décoratifs, et puis avec une petite relation avec la musique, puisque un certain nombre de peintres ont été très liés à Béla Bartók ou au poète André Ady. Donc je vais avant de démarrer plus précisément, je voulais juste vous citer effectivement cette phrase de Joseph Vago, mais qui apparaît mal sur la diapositive, je ne sais pas pourquoi. Joseph Vago, qui est un des architectes importants de cette période, dont je parlerai plus précisément, qui, dans un de ses ouvrages, À travers la ville, 1930, a dit cette phrase qui me paraît effectivement assez bien illustrer cette période. Chaque grande époque a, dans sa dernière période, pleuré son chant du cygne en produisant un art florissant. Donc effectivement, cette période qu'on a qualifiée d'âge d'or est une période d'art florissant, mais elle se situait à un moment important avant cette période de la Première Guerre mondiale. Donc un art florissant, mais en même temps un chant du cygne, dans une dernière période importante pour la Hongrie. Donc je vais effectivement développer d'abord un rappel de l'éveil du nationalisme dans la monarchie austro-hongroise, cette aspiration à l'indépendance et également cette aspiration au développement d'un art national, en architecture, en peinture notamment. Et puis, on évoquera plus précisément ce qu'est ce style d'architecture nationale avec son précurseur, le grand architecte Odon Lechner, et on évoquera la plupart de ses œuvres majeures, et puis un certain nombre de ses élèves, jeunes architectes qui ont travaillé avec lui et qui ont construit aussi dans la lignée du maître Odon Lechner. Et en dernière partie, j'évoquerai effectivement ces relations entre l'architecture et les autres arts, bien sûr la peinture, les arts décoratifs, mais aussi avec cette relation particulière d'un certain nombre de peintres avec la musique, avec le musicien Béla Bartók, le compositeur Béla Bartók, et puis le poète André Ady. Mettant en évidence que dans cette période, il y a effectivement une relation très forte entre ces artistes, ces intellectuels, ces compositeurs, ces écrivains, dans une recherche d'un art, une expression nationale, mais qui évoluait vers une très grande modernité. Donc, tandis qu'en Europe, vers la fin du XIXe siècle, on se tournait vers la création d'un art nouveau, en Hongrie, on poursuivait en parallèle une autre aspiration. Il ne s'agissait pas simplement de se libérer des styles historiques et l'imitation de l'académie, mais de créer explicitement un nouveau langage formel national. Les jeunes Hongrois, à cette époque, cherchaient à renouveler la création artistique en puisant leurs sources dans la nation elle-même. Ce mouvement clairement s'inscrivait dans la perspective d'indépendance de la Hongrie récemment acquise après le compromis de 1867. Après l'appel de Sándor Petőfi, que l'on voit sur cette diapositive,
Sándor Petőfi évoquant, rappelant cette phrase de Bou Magyar, la patrie t'appelle, le moment est arrivé, maintenant ou jamais. Et puis la tentative de Kossuth en 1848, en menant une guerre contre l'Autriche, qui a été malheureusement chèrement payée. Ce fut donc en 1867 le compromis qui va inaugurer cette double monarchie et rétablir les droits et les libertés de la Hongrie. Et donc désormais, fière de son indépendance retrouvée, la Hongrie reprit son initiative de magyarisation, imposa la langue hongroise comme langue nationale, et c'est dans ce contexte, dès lors, que les créateurs hongrois ont cherché à affirmer leur spécificité hongroise. Ce mouvement national trouve d'ailleurs une résonance avec les ambitions et les réformes qui ont été introduites par István Széchenyi, cet aristocrate libéral qui fut le premier à exprimer une telle spécificité, attaché à l'idée d'une nation, de nation même s'il considérait qu'il n'était pas forcément nécessaire de rompre avec les Habsbourg. Il estimait néanmoins que le développement de la Hongrie ne pouvait s'accomplir que de l'intérieur. Et en même temps qu'il entreprit des réformes, il commença à s'intéresser à un style national hongrois. Par exemple, en 1830, arrivant de Vienne à Budapest, il s'exprimait ainsi. Lorsque j'ai débarqué, j'ai demandé où se trouvait la vieille ville, les anciennes maisons des sites. Je regardais de nouvelles maisons et ne pouvais m'empêcher de demander si c'était bien des Hongrois qui vivaient dans des bâtiments construits selon des modèles italiens au milieu de la Hongrie d'aujourd'hui. Aucun modèle du nord ou du sud n'est complètement approprié aux édifices hongrois. Pourtant, la nation hongroise possède sa propre apparence et ses propres caractéristiques. Aussi, devrait-elle avoir un style d'architecture particulier, capable de donner au bâtiment un aspect spécifique qui ne soit ni italien ni allemand. Et donc, comme vous le savez, il a contribué notamment à réunir les deux rives du Danube, les trois villes au Buda et Pest, pour en faire une ville, Budapest, qui devient capitale. Et il fut celui, on le voit sur la photo de droite, qui posa la première pierre de l'unification de la ville et qui construit le pont entre Buda et Pest, pont Széchenyi, qu'on appelle maintenant le pont des Chênes, qui porte aujourd'hui son nom. Pourtant, ce souhait d'établir un style national spécifique en architecture ne fut pas immédiatement suivi d'effet. Les architectes de l'époque, à Budapest, débattaient de la question d'un style architectural spécifiquement hongrois, mais ils avaient du mal à imaginer de pouvoir bâtir sans modèle de référence. En effet, la plupart des édifices représentatifs qui ont été construits à cette période, à Budapest, se rattachent davantage à des courants de l'architecture éclectique qu'on rencontre en Europe. L'opéra, dans un style néo-renaissance, le Parlement, dans un style néo-gothique, les immeubles de l'avenue Andrássy, dans un style néoclassique. Et si, par exemple, la salle de concert, construite à l'époque, la salle du Vigado, se part de quelques éléments décoratifs empruntés au folklore hongrois, ces éléments ne sont qu'un décor apporté et ne participent pas de la structure même de l'édifice. Et les jeunes hongrois de cette époque, de la fin du XIXe siècle, vont poursuivre ces aspirations, les aspirations de Sándor Petőfi ou d'István Széchenyi, souhaitant affirmer fortement leur sentiment national. Si ce sentiment national donnait lieu dans la plupart des pays à des recherches tournées vers l'histoire,
En Hongrie, elle différait de l'historicisme, était davantage orientée vers la reconnaissance des racines du peuple magyar. Il s'agissait effectivement de faire émerger les vestiges d'une culture hongroise authentique à travers la langue, la musique, le folklore, les arts décoratifs et l'architecture vernaculaire. On poursuivait en effet l'idée de créer un langage commun entre ces différents modes d'expression, un système de signes et de référence à une culture, une mémoire collective, des traditions populaires qui devaient permettre de jeter les bases d'un avenir commun, dont évidemment l'enjeu politique apparaissait aussi clairement. Durant ces années 1870, on s'est donc intéressé aux costumes traditionnels, et en particulier à leur ornementation. On collectionne les objets d'art folkloriques, les assiettes, les poteries paysannes de Transylvanie. On commence à publier des ouvrages sur les motifs utilisés dans l'artisanat et les vêtements. À Vienne, en 1873, des objets d'art populaire sont présentés pour la première fois dans une exposition. Afin d'illustrer les anciennes cultures, devant servir de source à l'art moderne. Et puis, en 1885, un important ouvrage sur le style décoratif hongrois est publié à Budapest. C'est le dessinateur et ethnologue József Juska qui établit pour la première fois la filiation entre la culture hongroise et le folklore en présentant le manteau brodé des paysans, le sur, comme la source la plus ancienne de l'ornementation hongroise. Explorant la signification symbolique originelle des divers motifs, le pan, l'arbre de vie, l'œil, il en conclut que les Hongrois ont une origine orientale. Selon lui, le motif du pan, par exemple, est similaire à l'Indraja du mythe hindou. L'arbre de vie remonterait aux Assyriens. Il met aussi en évidence que la source la plus authentique de l'architecture hongroise serait à rechercher dans la réalisation des sicules et érige en modèle leurs maisons en bois avec leurs portails en fer à cheval, ornés de sculptures, leurs meubles décorés de motifs en forme de palmettes, de fleurs ou de cœurs. Et il lance un appel pour que cette ornementation nationale soit au cœur de l'exposition en préparation pour le millénaire de la Hongrie. La consécration de la Hongrie et de Budapest, qui en 1892 obtient un rang égal à celui de Vienne, à la fois capitale et résidence royale, est donc célébrée 4 ans plus tard, en 1896, par l'exposition commémorant le millénaire de la Hongrie. Mais outre la présentation des fastueux aménagements urbains achevés à Budapest pour l'occasion, l'avenue Andrássy, le métro, les grands boulevards, le parc de la ville, c'est en fait surtout la recherche des sources de l'identité nationale qui va servir de thème à l'exposition. Sont ainsi présentés de nombreux exemples d'architecture domestique ainsi que les principaux styles des monuments hongrois. Le village du millénaire est une véritable somme d'architecture populaire. Il montre un ensemble de maisons d'habitation des différentes régions de la Hongrie et autant de maisons typiques des minorités ethniques. Les collections ethnographiques sont aussi exposées, mettant en évidence les liens avec les cultures orientales. Et le moment le plus important, le plus marquant
de cet événement de l'explosion du millénaire, c'est l'inauguration du nouveau musée des arts décoratifs par François Joseph le 25 octobre. Cette inauguration, cet événement, s'inscrit pleinement dans le souhait de valoriser le patrimoine culturel et décoratif hongrois, à la fois dans l'architecture même du musée, mais aussi évidemment dans son contenu. Ce musée a été construit par l'architecte Odon Lechner et en fait il constitue le premier monument emblématique de cette nouvelle architecture spécifiquement hongroise, sorte de manifeste répondant aux vœux exprimés 50 ans plus tôt par István Széchenyi. Non seulement l'architecte a repris les détails décoratifs proches de l'architecture perse et indienne, ainsi que ceux qui ont été répertoriés par Joseph Puska, notamment dans son ouvrage, mais il les a utilisés de manière nouvelle. Au lieu de les plaquer dans une approche éclectique, comme ce fut par exemple le cas dans la salle de concert du Vigado, il les a intégrés comme éléments organiques du bâtiment. Cette démarche va faire d'Odon Lechner le grand précurseur de ce nouveau langage formel que l'on a appelé la sécession hongroise, qui constitue en quelque sorte le début de cet âge d'or de l'architecture hongroise. Odon Lechner, que l'on voit sur la partie gauche des diapositives, dans une peinture de Joseph Ripoll Renaille, dont j'aurai l'occasion de parler assez longuement plus tard. Donc, Odon Lechner s'est donné pour objectif de fonder un véritable style d'architecture nationale. Il est devenu le porte-parole de toute une génération d'architectes, dont une partie fut parmi ses collaborateurs. Odon Lechner a d'abord étudié à Berlin, puis voyage en Italie. Il passe quelques années à Paris, auprès notamment de l'architecte Clément Parent, qui est connu pour ses restaurations de châteaux historiques ou de construction de châteaux dans un style historique, comme ce fut le cas par exemple au Pays Basque, au château d'Abadia. Et donc, Odon Lechner, sensibilisé à cet apprentissage, à ces voyages, à ces confrontations à Berlin, en Italie, en France, qu'il qualifie de fermentation croisée entre différentes cultures, va poursuivre ses recherches en étudiant l'art populaire hongrois sur la base des travaux de Joseph Puska. Avant ses premières réalisations dans ce style national, il construit quelques bâtiments dans une architecture éclectique, dont par exemple à Budapest, la maison Tenay, dans un style néo-renaissance. On a d'ailleurs pu rapprocher avec un château en France, le château de Meillan. Également, ce qui apparaît sur la diapositive, l'hôtel de ville de Szeged, de style néo-renaissance. Également à Budapest, le palais Drechsler, qui est en face de l'opéra, dans un style néo-gothique. Et c'est à l'occasion de la construction de l'hôtel de ville de Kecskemét, dans la Grande Plaine, qu'il construit en 1893, même si on peut déceler dans l'édifice une influence allemande, c'est néanmoins dans cet édifice qu'il évolue progressivement vers ce style national. La masse du monument est dominée par une sorte d'avant-corps qui dépasse de manière imposante, comme une sorte de substitut autour qui était de rigueur dans les hôtels de ville à cette époque. L'avant-corps était couronné par un grand pignon qui se rapproche davantage de l'architecture de la Renaissance allemande, tandis que le reste de la façade est surmonté d'un parapet qui ressemble au créneau des vieilles demeures et des clochers des hautes terres hongroises. L'ornementation s'inspire
d'éléments issus des travaux de Joseph Muscat, comme ces compositions florales qu'on perçoit mal, mais qui sont sous le parapet du fronton, du pignon. L'intérieur de l'édifice, lui, est davantage, comme vous le voyez, d'inspiration néo-gothique. Mais c'est bien à l'occasion du musée d'art décoratif de Budapest qu'il va véritablement exprimer toute sa création dans un objectif de style national. C'est à l'issue d'un concours d'architecture lancé en 1890 qu'Odon Lechner, associé à Julia Partos, a construit le musée des arts décoratifs de Budapest. Il s'est inspiré des architectures asiatiques, perses, hindoues et assyriennes, argumentant qu'elles possédaient une faculté pour intégrer des éléments populaires dans une composition monumentale. Il estimait en effet que c'est au travers des bâtiments monumentaux qu'une nouvelle architecture d'inspiration nationale avait des chances de s'affirmer et de se développer. L'architecte a choisi notamment de couvrir les murs de majolique et non de stuc, comme c'était le cas habituellement. Le choix de la couverture en tuiles de pyrogranite de l'entreprise Zornlai, selon des dessins de l'architecte, a d'ailleurs été fortement salué par les autorités hongroises qui ont déclaré à cette occasion que les tuiles fabriquées dans l'usine Zornlai sont un pur produit de la patrie et d'une industrie si unique et si avancée par rapport à l'étranger que sur le bâtiment du musée, la matière en elle-même pourra témoigner du niveau de développement de la Hongrie. On voit sur la partie de droite des diapositives ces majoliques avec ces décors, ces motifs inspirés des travaux de Joseph Muscat. À l'intérieur du bâtiment, les murs sont tapissés de céramique, également de Zonlai, avec plusieurs types de céramique, des céramiques imitant la pierre, ou des céramiques émaillées plus fines, mais qui reprennent toujours des motifs floraux hongrois inspirés des travaux de Muscat et adaptés par Lechner qui les a redessinés. Ces motifs floraux, d'ailleurs, ne sont pas sans évoquer le style floral de l'Art Nouveau qui émergeait à l'époque en Europe de l'Ouest, même si on ne peut de fait faire aucun lien entre ces dessins d'Odon Lechner et les motifs floraux de l'Art Nouveau qui se développaient à l'époque. L'espace central du musée est particulièrement intéressant. Il s'ouvre sur une série d'alvéoles et il semble très directement empreint de forme persane, comme on peut l'observer sur la diapositive. On a d'ailleurs prétendu que Lechner s'était inspiré des grottes d'Ajunta en Inde, dont on trouvait à l'époque des reproductions dans des ouvrages anglais. Lors de la livraison du musée des arts décoratifs, la population s'est plutôt réjouie de cet édifice, effectivement faisant référence à l'architecture, à la tradition hongroise, au folklore hongrois, avec ses motifs particuliers. Pour autant, des critiques ont fusé. On a parlé du palais de l'empereur d'Elzigan ou encore d'un château du Potier. Après le musée des arts décoratifs, Odon Lechner reçut en 1897 commande du ministère de l'Agriculture pour construire l'Institut national des géologies. Il va alors concevoir un bâtiment plus simple que le musée d'art décoratif quant à son plan, qui se structure à partir d'une organisation géométrique. Les façades sont divisées en une série de sections avec un avant-chœur sur la façade principale, et on est effectivement dans ce bâtiment assez loin des références à l'Orient, comme ce fut le cas pour le musée des arts décoratifs.
Pourtant, dans ce deuxième monument, Lechner poursuit son ambition de promouvoir un style national. Les bandes des pilastres de la façade qui ponctuent les divisions sont traitées en briques, tandis que les murs sont plâtrés dans une couleur jaune. Mais ce qui est intéressant, particulièrement intéressant, c'est l'ornementation. L'ornementation est directement en lien avec la fonction du bâtiment. Par exemple, les motifs en céramique qui ont été placés dans les parties plâtrées reprennent des éléments floraux tirés des travaux de Jeffuska. Mais les têtes des fleurs forment en fait des coquillages, des fossiles ou des minéraux en lien avec la géologie. Les tuiles du toit sont en céramique bleue et au sommet du toit central, qui forme une sorte de pyramide, Lechner a placé un globe soutenu par des atlas comme un signal qu'on peut voir de loin. Les cheminées qui sortent du toit ont aussi des formes particulières, comme des sortes de chenilles, comme on peut le voir sur la diapositive. L'intérieur est assez richement décoré. Il comprend un escalier monumental qui se courbe dans la partie supérieure pour créer une sorte de grotte. Les lustres sont suspendus à des rosaces formées dans le plafond comme des stalactites. Les plafonds des couloirs sont ornés de motifs floraux peints, motifs floraux qui reprennent toujours ces dessins des travaux de Jeffuska, et ils sont également décorés d'ornements en stuc. Après l'Institut national de géologie, Odon Lechner construit en 1900, et à l'issue d'un concours d'architecture, le bâtiment de la caisse d'épargne de la Poste. Il le construit en association avec un autre architecte, Sandor Bogmarten, qui est associé dans son agence. Le bâtiment qui se rapproche d'une certaine façon du musée des arts décoratifs semble plus rationnel, empruntant moins aux formes orientales. Le pignon de la façade évoque quant à lui l'hôtel de ville de Kecskemét qu'on a vu précédemment. L'ornementation va tenir une place très importante dans l'édifice. Comme pour le musée des arts décoratifs, les façades sont recouvertes de majoliques fortement ornementées. Les tiles en céramique de Zolnay font l'objet d'un décor très élaboré. Céramique tuile verte avec un décor tout à fait extrêmement finement dessiné par Odon Lechner. Par exemple, les bouches d'aération, on les distingue mal sur les diapositives, mais elles apparaissent un peu en couleur rouge. Les bouches d'aération ouvertes sur le toit sont coiffées de coques stylisées. On aperçoit aussi des poules et des ruches, toute une sorte de bestiaire qui rappelle la terre hongroise et les mythes magyars. Odon Lechner va poursuivre quelques constructions dans Budapest, moins importantes que ces trois édifices très caractéristiques, le musée des arts décoratifs, l'Institut de géologie, la caisse d'épargne de la Poste. Il va, par exemple, réaliser pour un sculpteur important de Budapest, György Zala, sa villa à Budapest. Et on voit que là, on se rapproche, c'est en 1898, qu'il réalise cette villa, la villa Zala, et on voit qu'on se rapproche progressivement de l'art nouveau de l'Europe occidentale. En fait, l'intérêt de cette villa, c'est surtout son motif décoratif au-dessus que l'on aperçoit ici, qui a été sculpté par le sculpteur propriétaire de la villa, György Zala. Puis, effectivement, il va se rapprocher de plus en plus de l'art nouveau de l'Europe occidentale, de l'Europe de l'Ouest. Par exemple, avec un de ses collaborateurs importants,
qui deviendra un architecte important pour Budapest, Béla Lajcsa, il réalise en 1903, dans le cimetière juif de Budapest, la sépulture de la famille Schmidt, dans un style que l'on voit clairement Art Nouveau. Béla Lajcsa, d'ailleurs, va réaliser plusieurs sépultures de style Art Nouveau dans ce cimetière juif de Budapest. Odon Lechner va continuer, va poursuivre pour construire, va réaliser une autre villa importante à Budapest, la villa Szépeki Balázs, construite en 1905, avec deux autres architectes, Marcel Comor et Deso Jacob, qui ont été ses collaborateurs importants dans les années précédentes, jeunes architectes qui vont travailler avec lui et qui vont, par la suite, on le verra tout à l'heure, réaliser des œuvres importantes dans des villes de Hongrie. Il a changé un peu de style, il se rapproche de l'Art Nouveau. La façade asymétrique et aérée du bâtiment, sa véranda à ses de fer, avec son quart de sphère et son pinacle, confirme une évolution davantage vers l'Art Nouveau. Cette maison, cette villa a une particularité d'être à l'intérieur, d'avoir plusieurs niveaux et d'être richement décorée aussi à l'intérieur avec ces céramiques de Zona qu'on aperçoit sur les balustres ou sur la cheminée. Dernière œuvre construite par Odon Lechner, une église à aujourd'hui Bratislava, à l'époque Pozsony, qui était effectivement une ville hongroise. Et donc cette église tout à fait particulière, dernier édifice construit par Lechner en 1906, l'église Sainte-Élisabeth de Pozsony. Il avait déjà construit l'église auparavant à Budapest, l'église Saint-Ladislas, mais c'était avant le musée des arts décoratifs, donc dans un style qui n'était pas encore affirmé vers cette architecture de style national, plutôt dans un style néo-gothique. Et donc il a construit cette église à Pozsony avec ses céramiques bleues, et on l'a appelée d'ailleurs l'église bleue, du fait de la couleur de ses façades et de sa tour. La tour cylindrique que l'on aperçoit ici fait référence au passé baroque de la ville de Pozsony. On voit d'ailleurs une certaine similitude avec la villa que j'ai présentée tout à l'heure, ces bandeaux blancs verticaux qui ponctuent la tour, qui ponctuent l'église, comme on le voyait sur la villa précédente. Au-dessus de la porte d'entrée, la mosaïque représente Sainte-Élisabeth et a été réalisée à partir d'un dessin d'un peintre qui deviendra important dans les années suivantes, János Vasari, qui est un peintre qui a développé un art tout à fait particulier au cours des années qui vont suivre. Ce bâtiment est donc le dernier construit par Lechner et sera en quelque sorte son sang du cygne. Il décédera quelques années après, en 1914, et ses funérailles donneront véritablement lieu à un événement national important. On voit la statue de Odon Lechner qui a été réalisée quelques années plus tard pour manifester effectivement cet honneur porté à cet architecte qui a initié un nouveau style d'architecture fortement national. Sur la partie de gauche de la diapositive, c'est un des projets qui n'a pas été réalisé, un projet de château d'eau pour la ville de Kecskemét, avec notamment un château qui en même temps évoquait un monument à la gloire de Rákóczi. Après ces diverses réalisations, Odon Lechner, se considérant comme un pionnier, livre pour les générations suivantes ses réflexions comme une sorte de testament. Je vais vous les lire. Ce que j'ai accompli jusqu'ici n'est pas un travail complet. Chaque œuvre a été un essai, un simple bégaiement, un b.a.-ba pour établir un langage formel que des artistes inspirés vont pouvoir utiliser dans le futur pour créer la poésie des beaux-arts. Mais ce ne sont pas les efforts d'un seul homme, même de deux, qui vont suffire à cela.
ce sont ceux de toute une génération. L'établissement d'un art national est d'une importance vitale pour un peuple s'il ne veut pas être terrassé dans l'arène du monde. La Hongrie possède sans aucun doute un style national identifiable. Nous avons toujours eu nos éléments décoratifs, caractéristiques, naïfs. Dans tous les métiers d'art hongrois, les travaux de poterie, de broderie, de charpente, d'orfèvrerie, on peut observer des formes d'expression hongroise. Et donc, en effet, une génération d'architectes qui vont poursuivre le développement de ce style national prôné par Odo Lechner, même si progressivement, on va voir une évolution qui va se européaniser en prenant des références d'art nouveau issus de la France, de l'Autriche, de l'Allemagne. Et donc, à la suite de Odo Lechner, les architectes, les jeunes architectes, la génération qui va suivre, débattent régulièrement, y compris avec Odo Lechner. On le voit sur ce croquis fait par Polia Tibor, qui est un peintre hongrois proche de Ripple-Renai, qui a dessiné ce croquis où on voit ces architectes, ces artistes au café japonais. Le café japonais, c'est un café important de Budapest, sur la terrasse du palais Drechsler, construit par Odo Lechner, en face de l'opéra, sur la via Andrássy. On voit d'ailleurs sur ce croquis, sur la gauche, Odo Lechner, qu'on reconnaît avec sa coiffe. Et donc, les architectes vont, dans ces cafés, discuter, débattre de ce développement de cette architecture, de cet art national, avec les peintres, avec les céramistes, les maîtres verriers. Toutes ces modes d'expression vont se retrouver, discuter ensemble de la poursuite des travaux d'Odo Lechner. Ce sont notamment des architectes. J'ai parlé de Béla Látszai, qui deviendra un architecte important à Budapest. Les deux architectes qui ont travaillé avec Odo Lechner, Marcel Comor et Déso Jacob, dont je vous présenterai quelques éléments tout à l'heure. Albert Corossi, un autre architecte qui a construit sa villa. Karolikos, Joseph Vago, un architecte très important dont je vous montrerai une des réalisations particulièrement significatives et qu'on va retrouver par la suite dans les bâtiments de Budapest et d'autres villes de la Hongrie. C'est par exemple, bien sûr, le palais Gresham, en face du pont des Chênes. Palais Gresham construit en 1907 pour les assurances, la compagnie d'assurance Gresham, par un architecte, Sigmund Kittner, qui est associé aux deux frères Vago, Joseph et Laszlo Vago. Ce palais Gresham est en fait plus représentatif de l'art nouveau qui se développe en Europe et qui se propage notamment à l'occasion de l'exposition universelle de Paris de 1900. Effectivement, dans ce palais Gresham, on retrouve moins les éléments prônés par Lechner que plutôt effectivement des références à l'art nouveau qui se développe actuellement en Europe. De nombreux artistes hongrois vont contribuer à ce palais Gresham, comme les sculpteurs Géza Marosi, qui est à l'origine des éléments de sculpture importants de l'édifice, ou encore le sculpteur Ede Telch, qui a sculpté la partie frontale du bâtiment avec le buste de Thomas Gresham, qui est placé en haut de l'édifice. Mais on voit dans les éléments décoratifs davantage de références à l'art nouveau viennois, avec ses incrustations d'or dans les éléments décoratifs. Pour autant, la grille en fer forgé importante du palais fait référence à des motifs traditionnels, en particulier celui du pan, qui prend une importance flamboyante dans ce motif décoratif de la grille d'entrée du palais. Le Tel Gellert,
L'hôtel Gellert, construit sur le bord du Danube, du côté Gouda, par les architectes Amin Egedus et Isidore Sterck, est quant à lui plutôt représentatif des canons architecturaux de la fin du XIXe siècle, assez éloigné des caractéristiques prônées par Odon Lechner. Des sculptures importantes sont réalisées par les mêmes sculpteurs que j'évoquais précédemment, que ceux du Palais Gresham. Mais en fait, c'est davantage dans la partie des bains que le style Art Nouveau trouve sa place. Ils sont l'œuvre de différents sculpteurs, ceux que j'ai mentionnés précédemment, également un sculpteur important, Miklós Ligeti. Miklós Ligeti est plus connu à Budapest pour une statue très importante, emblématique, la statue de l'anonyme. C'est lui, c'est Miklós Ligeti qui a réalisé, qui a sculpté cette statue importante dans Budapest. Et donc ces bains, construits à partir de 1912, vont mêler art nouveau, influence orientale, décoration populaire hongroise, avec le décor de mosaïque, bleu, mais aussi verte, comme on le voit ici dans cette... et avec un certain nombre de sculptures en céramique provenant effectivement de l'entreprise Zolnay. Le zoo de Budapest, zoo important, zoo aménagé en 1866, mais qui a fait l'objet de plusieurs réaménagements au cours des périodes qui ont suivi. Et notamment, c'est en 1909 qu'on entreprend de construire la Maison des éléphants. C'est un jeune architecte, Karolis Kos, dont collaborateur de Lechner précédemment, dont j'ai parlé tout à l'heure, associé à un autre jeune architecte, Dezső Rubecki, tous les deux ayant travaillé avec Lechner, qui sont chargés d'en dessiner les plans. Ils réalisent un bâtiment qui mêle art nouveau, comme on le voit particulièrement sur la partie centrale de la diapositive, influence indienne et références traditionnelles dans le sillage d'Odon Lechner. Karolikos, architecte important, va continuer à travailler à Budapest, mais également va poursuivre des recherches importantes en ethnographie, justement sur les origines magyares, et sera un détenant de la poursuite de cette œuvre nationale, reprenant les traditions anciennes. La Banque ottomane de Budapest est surtout caractéristique pour sa partie supérieure. Bâtie par Amin Egedus, l'architecte qui a construit l'hôtel Gellert en 1906, notamment la Banque ottomane de Budapest, notamment dans sa partie supérieure, est un bel exemple de la cession hongroise. Des techniques très modernes, pour l'époque, ont permis la création d'une grande façade vitrée surmontée de cette mosaïque de Mixarot. Mixarot, on le retrouvera plusieurs fois. C'est à la fois un céramiste et un maître verrier. Et donc, cette mosaïque, qui s'intitule La gloire à la Hongrie, orne la façade. Parmi les anges et les bergers qui entourent la Vierge, l'artiste a représenté les grandes figures de l'histoire nationale, Rákóczi, Széchenyi, Kossuth, qui sont situés dans la fresque, dans la mosaïque, autour de la Vierge, des anges et des bergers. L'église réformée de Budapest, une des églises réformées, il y en a plusieurs, qui se situe dans le quartier d'Andrassy, est une église très intéressante, construite en 1911, donc dans cette période, par un architecte, Aladar Arkai, dans un style art nouveau, mais art nouveau moderniste, mais avec un décor très particulier. Décor emprunté à l'imagerie populaire finlandaise, finnoise. Et effectivement, là, il s'agissait de mettre en évidence les racines communes
entre les Finnois et les Magyars, qui seraient issus d'une même zone d'Asie et qui auraient migré vers l'ouest. Les Finnois se seraient installés dans la région scandinave de l'Europe, alors que les Magyars auraient convergé vers effectivement les hautes montagnes de la Transylvanie et les grandes plaines de la Hongrie entre le Danube et la Tisa. Mais ce décor, effectivement très caractéristique, inspiré de cette imagerie finnoise, met clairement en évidence les racines communes entre ces deux peuples finnois et magyars. On le voit dans cette porte d'entrée, ces céramiques, comme à l'intérieur même de l'église, dans des céramiques qui sont situées à l'intérieur, ou dans les vitraux de l'église, très caractéristiques. Église construite en 1911, un style art nouveau moderniste, mais avec cette référence très particulière à l'imagerie populaire finnoise. Quelques villas, la villa Korossi à Budapest, construite par l'architecte Kálmán Korossi, collaborateur de Lechner, villa construite en 1899 pour loger sa famille. Korossi avait étudié, après avoir étudié à Budapest, s'était rendu à Paris, a étudié à l'école des Beaux-Arts de Paris, avant de revenir s'installer à Budapest. Et donc, il a suivi un peu les courants art nouveau qui se développaient en France à cette époque. Et donc, on voit que cette ville-là a quelques références à l'art nouveau français. Les vitraux qu'on aperçoit sur la partie droite de la diapositive sont de Miksa Roth, le mosaïste et maître verrier, mosaïste qui avait réalisé la mosaïque de la banque ottomane qu'on a vue précédemment. Autre villa, la villa Eger, également à Budapest, dans le quartier d'Andrassy, à Budapest, construite par l'architecte Emil Vidor en 1901. Emil Vidor, après avoir étudié à Budapest, était parti en Allemagne. Les architectes, effectivement, hongrois, commençaient leurs études à Budapest, mais voyageaient en Allemagne, évidemment en Autriche, en France, parfois en Italie. Et donc, effectivement, la production de ces jeunes architectes reflète les influences qu'ils ont rencontrées dans ces différents pays. On voit par exemple clairement sur la porte centrale la référence à l'art nouveau français ou belge de Victor Horta, y compris dans l'escalier. Je vais maintenant évoquer quelques bâtiments importants dans d'autres villes de la Hongrie. Par exemple, 3 bâtiments construits par ces 2 architectes, Marcel Komor et Déso Jakab, à Sabatka, qui est aujourd'hui Subotica en Serbie. En particulier, ce palais Rešle, qui est aujourd'hui une galerie d'art moderne. Construit en 1903, donc par ces 2 architectes, Marcel Komor et Déso Jakab, fidèles collaborateurs de Don Lechner, et qui ont développé évidemment leur propre agence. Ils ont construit à Subotica 3 bâtiments importants, l'hôtel de ville, ce palais Rešle et la synagogue. On voit clairement l'influence de Lechner dans la forme même des édifices, comme dans leur décoration, faisant appel aux motifs traditionnels hongrois. C'est le cas de ce palais Rešle. La synagogue, elle, fait directement référence, rappelle l'Institut national de géologie, avec ses façades ponctuées par ses pilastres, même si la décoration est effectivement très nettement allégée par rapport à celle de l'Institut national de géologie, mais la forme de l'édifice, la façade, les toitures avec ces tuiles de Zolnay que l'on voit ici couronner les toits de l'édifice. Mais le chef-d'œuvre de ces 2 architectes, Marcel Komor et Déso Jakab, on le trouve dans le palais de la culture de Maroš Vásárhelyi. Maroš Vásárhelyi, c'est en Transylvanie, c'est aujourd'hui la ville roumaine de Târgu Mureș,
Et donc, ces deux architectes ont construit ce palais de la culture, très impressionnant, en 1910. Sa structure est assez simple, mais il se caractérise surtout par une très riche décoration de mosaïques, de stucs, de fresques et de vitraux, comme on le voit sur cette diapositive. Vitraux dessinés par les Hongrois de la colonie de Gödöllő, dont je parlerai plus précisément tout à l'heure. Le hall d'entrée est recouvert de mosaïques sur un fond vert, mosaïque particulièrement impressionnante, dans une ornementation clairement art nouveau, ponctuée de motifs traditionnels hongrois. Les vitraux, plusieurs vitraux, on en voit un ici sur la diapositive, ont été dessinés par ce peintre Sándor Nagy, peintre important, l'un des fondateurs de la colonie de Gödöllő, particulièrement représentatif de cette colonie, et ils ont été réalisés par le maître verrier dont j'ai parlé précédemment, Micharot. Ils illustrent des scènes historiques comme la légende d'Attila, en particulier la ballade folklorique Kata Kadar. Il y a également dans la salle de concert de ce palais de la culture des fresques importantes d'un autre très grand peintre hongrois de cette époque, qui est aussi l'un des fondateurs de la colonie de Gödöllő, Aladár Károly Kis. Et ils illustrent, ces fresques illustrent des scènes tirées des légendes magyares. Nous revenons à Budapest et à l'Académie de musique, l'Académie Franz Liszt, bâtiment d'architecture, je dirais plutôt néoclassique, mais très intéressant pour son décor intérieur et en particulier la fresque du hall. Cette fresque a été dessinée par le peintre que j'évoquais précédemment, Aladár Károly Kis, donc appartenant à la colonie de Gödöllő. Elle est particulièrement intéressante parce qu'elle est très empreinte effectivement d'éléments issus de l'Art Nouveau. Elle représente la Fontaine de l'Art, elle a été réalisée en 1907, et au bas de la fresque, il y a cette inscription liée à la Fontaine de l'Art: vous qui recherchez la vie, allez en pèlerinage à la Fontaine de l'Art. La colonie de Gödöllő a été une colonie importante d'artistes de cette période. Elle est inspirée par les idéaux prônés par John Ruskin. Elle a été fondée donc par ces deux peintres, Aladár Károly Kis et Sándor Nagy, en référence aux pré-raphaélites anglais. On voit effectivement clairement des références dans les dessins, les peintures à ces pré-raphaélites anglais. Elle s'inspire des principes selon lesquels l'art, fondé sur les traditions folkloriques, aurait un pouvoir de transformation de la société. La Transylvanie, considérée alors comme le dépositaire des mythes de la nation, fut leur principale source pour leurs recherches, destinées à promouvoir un nouvel art national, rejoignant en cela les orientations poursuivies par Odon Lechner. La colline Gödöllő est une petite ville située à proximité de Budapest, avec son château, qui était le château royal. Et donc cette colonie a poursuivi ainsi une sorte d'idéal de vivre en harmonie avec la nature. Par exemple, ils enseignaient aux enfants le tissage, la tapisserie, la reliure, le mobilier, le vitrail, espérant créer une sorte de nouveau marché de l'art artisanal. On voit ici
une tapisserie représentant ces trois femmes stylisées de Aladar Korosfoy Strich et une peinture sur la partie droite de la petite du même peintre. Sándor Nagy fut évidemment, comme je l'ai mentionné, un peintre important de cette colonie. Les peintres de Gödöllő considéraient en effet que les sources de l'art hongrois devaient provenir des légendes sur les cavaliers magyars, qui, originaires d'Asie et apparentés aux Huns, avaient conquis le pays sous la conduite d'Attila et s'étaient installés sur les régions montagneuses de Transylvanie, abandonnant progressivement leur nomadisme. La Transylvanie devait ainsi devenir, au tournant du siècle, le cadre privilégié pour les écrivains, les musiciens, les architectes, qui ont puisé dans ces traditions leurs sources d'inspiration. On voit ici une fresque de Sándor Nagy, qui évoque les cavaliers poursuivant le cerf, cavaliers des Huns poursuivant le cerf. On voit ici, dans cette diapositive, une tapisserie dessinée par Sándor Nagy qui évoque les origines des Magyars. Les arts décoratifs ont suivi ces mouvements, qu'il s'agisse et se sont pleinement intégrés dans cet art national hongrois, qu'il s'agisse évidemment des céramiques de Vilmos Zolnay, de l'entreprise Zolnay à Pécs, que l'on voit ici avec cette fontaine de l'entreprise Zolnay, fontaine située à Pécs. Mais c'est évidemment le cas du vitrail, et en particulier des vitraux de Milcharov, mosaïste et maître verrier. On voit clairement ces influences de l'Art nouveau, des bas-reliefs que l'on voit dans beaucoup de bâtiments, immeubles ou villas à Budapest, construits par de nombreux sculpteurs, dont Oduon Moiré, qui a largement illustré les scènes ou les légendes traditionnelles magyares. La ferronnerie s'inscrit, les portails de ces monuments, de ces bâtiments s'inscrivent pleinement dans cette évolution de l'art national hongrois, avec évidemment des références claires à l'art nouveau européen. En printemps, comme c'est le cas sur la partie droite, des motifs aux oiseaux, aux pans de l'imagerie traditionnelle magyare. La marqueterie, le mobilier réinterprète les modèles traditionnels. Je vais maintenant évoquer Joseph Bagot, architecte important. Joseph Bagot, architecte très important, qui a travaillé longtemps avec Odon Lechner et qui a poursuivi une architecture dans la lignée de son maître, poursuivi des recherches sur l'architecture vernaculaire, imaginant notamment une sorte de village idéal avec son église, son école, sa mairie, un ensemble de maisons, influencé aussi par le mouvement Radcraft, promu notamment par la revue anglaise Le Studio. Il a cherché à ses débuts à développer une architecture plus paysanne, plus vernaculaire, plus proche du terroir. Par exemple, dans son projet de village, on peut voir sur les maisons les pieux sculptés des cavaliers magyars observés en Transylvanie. Joseph Bagot a été proche, dans un premier temps, de la colline Gödöllő, sans néanmoins en faire totalement partie. Dans son projet pour le Salon national, le lieu où se tenaient les expositions, à cette époque à Budapest, bâtiment qui a malheureusement aujourd'hui disparu, il avait d'ailleurs fait appel aux artistes de Gödöllő, en particulier, comme on le voit sur la diapositive de droite, pour une grande fresque au-dessus de l'escalier qui a été dessinée par Sándor Nagy.
Mais son œuvre majeure, l'œuvre majeure de Joseph Bagot, c'est une villa, la Villa Schiffer, construite à Budapest. On peut aisément voir dans cette réalisation, à la fois dans son architecture extérieure et dans son décor intérieur, comme une véritable œuvre d'art totale. Elle a été construite en 1911, à proximité de l'avenue Andrassy, pour Mika Schiffer. Mika Schiffer était un important entrepreneur en bâtiment avec qui il avait collaboré précédemment. La Villa Schiffer, selon la commande de son propriétaire, Mika Schiffer, devait rivaliser avec les somptueux hôtels particuliers qui se construisaient à l'époque dans les capitales européennes, notamment le palais Stockley, édifié à Bruxelles par l'architecte viennois Joseph Hoffmann. L'architecture a été conçue comme une sorte d'œuvre d'art totale, mais en limitant le caractère ornemental et luxueux à l'intérieur du bâtiment. Il a imaginé son projet comme une sorte de variation sur le thème du renouveau de l'art et de l'éclosion d'un nouvel idéal artistique réunissant l'homme et la nature, dans une sorte d'harmonie paradisiaque, élément important qui le mettait effectivement en relation directe avec les préconisations de la colonie de Gödele. Il a utilisé à cet effet un vocabulaire emprunté au folklore hongrois, avec une grande simplicité dans les formes, que l'on retrouve autant dans les éléments structurants, comme les portes, que l'on voit sur la partie gauche de la diapositive, que dans les détails, depuis la poignée de porte à la marqueterie ou aux céramiques. Il a fait appel à des grands artistes pour réaliser des œuvres d'art dans la villa. C'est par exemple le grand vitrail du hall de la villa qui a été dessiné par Karol Kempstock, membre fondateur du cercle des impressionnistes et naturalistes hongrois et fondateur du groupe des 8 dont je vous parlerai dans un instant, et qui a repris un de ses thèmes favoris, l'Arcadie. L'Arcadie qui symbolise une sorte de paysage idyllique, couvert d'arbres, de fleurs et parsemé de paysages, de personnages intemporels, dans un paysage multicolore. D'autres artistes, comme les peintres Isvald Koch, Bella Ivani Grunwald ou le sculpteur Vilmos Beck, vont très largement contribuer à la décoration de la villa. Mais celui qui est le plus caractéristique, que l'on remarque tout particulièrement, c'est Ripple Ronay. C'est le tableau de Ripple Ronay qui se situait dans le grand salon de la villa Schiffer, commande du propriétaire, Mika Schiffer, à Ripple Ronay, pour représenter son épouse, Madame Schiffer, et ses 4 filles dans le jardin de leur propriété à la campagne, le jardin de Nagy-Szentmiklós, propriété que la famille Schiffer possédait à la campagne, à proximité de Budapest. Ça m'amène évidemment à évoquer Ripple Ronay, peintre important de cette période. Ripple Ronay, après des études à Munich, se rend à Paris, où il travaille dans un premier temps auprès du peintre hongrois qui était à l'époque en vogue à Paris, Munkácsy, qu'il quitte quelques années après, en 1990, après avoir passé un été à Pont-Aven, en Bretagne, où il découvre cette peinture qui l'enthousiasme particulièrement. Une première exposition à Paris, au Palais Galliera, lui apporte des critiques élogieuses et des ventes importantes. Il se rapproche de Dabi en 1993. Il est considéré comme le Dabi hongrois. Il rencontre Cézanne, Gauguin,
Mayol, avec qui il deviendra très ami, dont il fera le portrait. Il revient alors en Hongrie, tout en faisant régulièrement des séjours à Paris. À Budapest, à son retour, une grande exposition lui est consacrée, qui lui permet d'être reconnu dans son pays. Donc après son retour en Hongrie, Ripple-Renaï va peindre de nombreuses scènes d'intérieur et de jardin aux couleurs causées par taches, technique qu'il a appelée grain de maïs et dont l'effet décoratif est assez évident. Dans cette nouvelle technique de peinture, il s'éloigne progressivement des nabis pour développer un nouveau type de modernité. Sur la partie droite de l'objectif, c'est le portrait qu'il a fait de Mayol, avec qui il était très lié lorsqu'il était à Paris. On voit encore sur cette diapositive ces tâches caractéristiques de la peinture de Ripple-Renaï, qui est donc un des peintres très importants de la Hongrie de cette époque. Karol Testok, qui a réalisé le vitrail de la Villa Schiffer, ce grand vitrail évoquant cette scène paradisiaque, est aussi un artiste reconnu. Après une formation à Budapest, il fait un séjour à Munich auprès d'un peintre hongrois, Simon Holosai, et qui d'ailleurs est un des peintres importants d'une autre colonie de Hongrie, colonie en Transylvanie, la colonie de Nagybania, colonie de paysagistes, un peu sur la référence de l'école de Barbizon en France. Et donc il va après passer quelques années à Paris, où il va étudier à l'Académie Julian, sous la direction de Jean-Paul Laurens. La plupart des architectes, des peintres qui sont venus à Paris étudier la peinture sont passés par cet atelier Julian. Et il retourne à Budapest en 1896. Il se rapproche de Julia Beinzur, un peintre important, peintre historiciste, dans quelques années. Puis, il revient à Paris. Et à Paris, il fonde, avec d'autres peintres hongrois qui étaient à l'époque à Paris, le groupe des 8, groupe important qu'il fonde en 1909, avec Robert Bérény, dont on dira un mot, Deso Sicani, Bela Zobel, dont on dira un mot, Odon Marfi, Elzo Orban, Bertolan Por, Laostiani, donc des peintres modernistes qui vont fonder, lors de leur séjour à Paris, le groupe des 8, ils vont revenir après, effectivement, en Hongrie, exposer leurs œuvres et rester à Budapest. Parmi ce groupe des 8, j'évoquais l'un de ceux qui est notamment le plus connu en France, Bela Zobel, qui commence sa carrière artistique en Hongrie dans la colonie de Nagybania, cette colonie de paysagistes en Transylvanie, avant d'étudier à Munich, puis à Paris, toujours dans l'Académie Julian, fréquentée par les Hongrois, sous la direction de Jean-Paul Laurens. Il rencontre Matisse, il prend part au mouvement Fauve, expose aux côtés de Derain, Vlaminck, Braque, Matisse, notamment au Salon d'automne de 1905, consacré au fauvisme. Autre peintre important de cette colonie des 8, Robert Bérény, un des fondateurs du groupe des 8, étudie aussi à Paris à l'Académie Julian, il fréquente Matisse, Cézanne, il expose dans les salons avec les fauves. Et élément important, c'est lui qui va introduire Béla Bartók, dont il fait le portrait, que l'on voit sur la partie de gauche de la diapositive, qui va rapprocher Béla Bartók de ses peintres, à l'époque installés à Paris, mais qui vont rentrer quelques années après sur Budapest et exposer à Budapest. Ces groupes des 8 se réunissent régulièrement avec des architectes, des écrivains, des musiciens, notamment autour d'une revue importante, une revue qui va prôner le modernisme, cette revue Nugat. Et lors des expositions qu'ils vont faire, notamment à Budapest, lorsqu'ils seront rentrés à Budapest,
Bartók va, dans ses expositions, jouer ses compositions. Ils seront aussi proches du poète Andreadi, dont on va d'ailleurs les qualifier dadistes. Béla Bartók, qui a étudié avec Zoltán Kodály, s'intéresse très tôt à la musique traditionnelle de la Hongrie. On voit sur la photographie de droite, sur la partie droite de la diapositive, il est en Transylvanie et il fréquente ces villages traditionnels à la recherche de ces musiques traditionnelles. Dans une démarche un peu identique à celle de Don Lechner, il enregistre à partir de 1905 des dizaines de milliers de chants folkloriques et de mélodies populaires pour, dit-il, régénérer la musique hongroise. Ces créations vont dès lors être très directement inspirées par ses recherches, qu'il va transposer dans un langage contemporain. Il est lui aussi très proche du poète Andreadi, qui recherche aussi la modernité en puisant dans les traditions populaires. Andreadi fut en effet le grand poète symboliste hongrois, porte-drapeau au début du XXe siècle du renouveau de la poésie hongroise. Il devint rapidement le chantre de la modernité, dont il a notamment trouvé l'inspiration lors de ses séjours à Paris auprès de Baudelaire. Il a noué des relations très solides avec Béla Bartók, et Béla Bartók, c'est lui qui l'a introduit auprès des peintres du groupe des 8. Mais l'exposition des 8 à Budapest en 1911 va devenir en quelque sorte le véritable symbole de la solidarité qui va se nouer entre ces créateurs modernes. Le groupe des 8 n'organisera que 3 expositions, mais leur impact fut déterminant sur la culture hongroise tout entière. Au Salon national, construit par Joseph Bagot, devant les tableaux des 8 exposés, un quatuor avec Bartók au piano va jouer ses propres quatuors et ses nouvelles pièces au piano. Et pour tous ces artistes, qu'ils soient architectes, peintres, musiciens ou écrivains, au-delà de leur diversité, Adi était avant tout un symboliste, les 8 et les architectes recherchaient des formes nouvelles, Bartók cherchait les racines de sa musique dans le folklore, mais ce qui les rassemblait, c'était une exigence de la modernité, puisant ses sources dans la variété des traditions populaires. Mais malheureusement, nous nous rapprochons de 1914, juillet 1914, c'est la déclaration de la Première Guerre mondiale, et donc c'est la fin de cet âge d'or de l'architecture, de l'expression nationale dans les arts décoratifs, la peinture, la musique avec Béla Bartók, la poésie avec Andreadi et les autres, la sculpture. La Hongrie, après la guerre de 14, perdra une partie de son territoire. Une partie des artistes reviendront en Hongrie, mais une partie d'entre eux vont quitter la Hongrie quelques années, dans les années 20. C'est le cas de Joseph Bagot qui va partir notamment en Italie. Et, sorte de conclusion, je voudrais vous livrer ce passage de Sándor Márai dans son livre Le dernier jour à Budapest. Sándor Márai est plus jeune que ceux que je viens d'évoquer. Sándor Márai est né en 1900. Et dans son livre Dernier jour à Budapest, je vous lis ce paragraphe, une sorte de conclusion. Qu'y avait-il dans l'âme des Hongrois qui n'existait pas chez les autres peuples? Où était l'erreur dans la formule, la faute dans le dosage chimique? Quel était le secret, mélange d'allégresse et de volonté, de désir de mort et d'offuscation, le sens du sacrifice et d'obstination, fidèle à l'idéal jusqu'à la mort, qui rendait le Hongrois si désespérément hongrois?
Des Hongrois, tous ceux dont une nuit au bord du lac Balaton, le clair de lune, le vin, le parfum des roses et le son du violon avaient transpercé une fois le cœur, de telle sorte que plus jamais plus, il n'avait retrouvé complètement le repos de l'âme. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que ça vous a intéressé. J'ai passé effectivement en revue de manière assez large les courants artistiques de cette époque, mais qui se retrouvent à la fois dans la recherche de leurs racines magyares profondes, mais aussi évidemment dans une évolution progressive vers davantage de modernité et d'esprit contemporain. Merci de votre attention et à une prochaine occasion pour un autre webinaire. Prochaine conférence, demain, une conférence le voyage des instruments avec Stéphane Collin. Autre webinaire, vendredi, sur l'Équateur et les Galapagos. Et puis lundi, webinaire de circonstances qui évoquera Noël dans l'art. Voilà, donc merci encore et à très bientôt pour un autre webinaire, je pense, au cours de l'année prochaine, dans les premiers mois de l'année prochaine. Merci.